La révolution de juillet 1830 a conduit Charles X et sa famille à l'exil. À la suite de cette révolution, Louis-Philippe est monté sur le trône de France. Et donc, Charles X, sa famille, sont partis d'abord en Écosse. C'était le souvenir de la première émigration. Et puis, il a quitté l'Écosse, c'est-à-dire Holyrood. À ce moment-là, s'est posé la question où aller. Alors, la duchesse d'Angoulême, qui était la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avait des liens étroits avec la cour d'Autriche et elle a demandé, l'empereur François, si Charles X, le reste de la famille, pourrait avoir l'hospitalité dans les États des Habsbourg en Autriche. La réponse a été positive et l'empereur François Ier a proposé à cette famille de s'établir dans le château royal du Hradčin à Prague. Et ils sont restés en exil au Hradčin à Prague pendant 4 ans, jusqu'en 1836. Là, un événement s'est produit qui a obligé l'empereur à demander à la famille royale de partir. En effet, l'empereur François était mort et est monté sur le trône, son fils aîné, Ferdinand. Dans le système autrichien, l'empereur est également roi de Bohême. Et ce roi de Bohême est couronné à Prague. Ce qui voulait dire qu'avec la cour, il allait se rendre à Prague et donc s'installer dans les appartements qui étaient occupés par Charles X et sa famille. Donc celle-ci devait partir. Alors, dans ces conditions, il fallait trouver une autre résidence. Et la résidence qui a été choisie a été tout simplement Gorizia. Il y a des raisons, on va dire, de climat. Gorizia dispose d'un climat relativement clément pendant l'hiver. Et donc, on a pensé que ça pourrait être un endroit agréable pour la famille royale. Et donc, c'est le choix qui a été fait. Un choix qui a été fatal. Mais je crois que ce n'est pas à Gorizia même que Charles X a attrapé le choléra, c'est sur le chemin entre Prague et Gorizia. Alors, Charles X est arrivé, il a reçu l'hospitalité d'une grande famille de Gorizia, c'est-à-dire la famille Koronini-Kronberg. Mais il n'est resté que quelques jours. Le choléra s'est déclaré et au bout d'une dizaine de jours, il est mort. Alors, à ce moment-là, se posait la question, la famille royale, ce qu'il en restait évidemment, allait-elle rester à Gorizia ou
partir pour une autre destination. Et c'est le choix de rester à Gorizia qui a été retenu. C'est une vie d'une famille en exil, loin de France, et elle ne pourrait revenir en France que si la monarchie légitime était restaurée. Alors c'est une vie, je dirais finalement, assez monotone. Les choses se répètent jour après jour. Au début de la journée, la duchesse d'Angoulême se rend très tôt à la messe du matin, à la cathédrale, la messe de 7 heures. Le duc d'Angoulême, lui, vient ici à Castelnavizza. Il vient se recueillir sur la tombe de son père, Charles X, et il vient assister à la messe dite par les franciscains, par les pères franciscains. Et puis ensuite, tout le monde se retrouve au palais Strasoldo, qui est la nouvelle résidence de la famille royale. Elle se retrouve pour un déjeuner. On déjeune à 10 heures. Après ce repas, les membres de la famille se retirent dans les appartements. Alors, la duchesse d'Angoulême, elle tricote des habits pour les pauvres en France. Le duc d'Angoulême, lui, en début d'après-midi, il va recevoir des personnes qui sont venues de France pour lui présenter leurs hommages et donc pour lui manifester leur fidélité. Ensuite, en fin d'après-midi, un dîner est servi, après quoi, la journée n'est pas terminée, c'est la partie mondaine. À partir de 19 heures, le duc et la duchesse reçoivent des invités. Des invités qui peuvent être les Français de passage à Gorizia, et qui peuvent être aussi des nobles italiens de la région, qui peuvent être aussi des officiers de la garnison autrichienne. Elle est relativement importante du fait de ces passages réguliers de Français qui viennent à Gorizia. Ils ne limitent pas leur présence à ce contact avec le duc, mais ils ont des contacts, des relations avec une partie de la population. Ceci va évidemment avoir un certain impact sur la population locale. Oui, eh bien, ces pèlerinages sont très importants parce que désormais, les légitimistes français, en tout cas certains d'entre eux, ceux qui ont
suffisamment de moyens financiers, évidemment, se rendent à Gorizia, et donc en pèlerinage. Et nous avons d'ailleurs des témoignages assez nombreux sur de tels voyages. Il y a par exemple le comte de La Rochefoucauld qui a laissé des souvenirs sur ce pèlerinage qu'il a entrepris à Gorizia. Et puis il y avait aussi les membres de la suite. Eh bien, plusieurs d'entre eux logeaient chez l'habitant, ce qui était également un moyen de faire passer un certain nombre de messages et des messages culturels. Alors, ces relations étaient assez étroites. On a vu assez régulièrement des membres de cette dynastie de Bourbon espagnole faire le voyage de Trieste pour rendre visite à leurs parents. Donc il y a des liens, et des liens qui se sont entretenus durant toutes ces années. Henri V, lorsqu'il vivait à Gorizia, était connu sous le nom de duc de Bordeaux. Et ces années sont importantes. Après, il prendra le nom de comte de Chambord. Il va prendre ce titre au moment où il devient l'héritier de la couronne. Ces années sont importantes parce que ce sont les années pour lui où il reçoit son éducation. Une éducation qui va le marquer pour le reste de ses jours. C'est une éducation pas seulement conservatrice, mais on peut dire aussi contre-révolutionnaire. Alors, ce n'est pas vraiment surprenant, évidemment, quand on considère les malheurs de la famille. La duchesse d'Angoulême, c'est la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et elle a été très marquée, évidemment, par le martyre de ses parents. Et elle vit, en grande partie, dans ce souvenir. Alors, cela ne prépare pas, je dirais, ce jeune homme à épouser la France de son temps. Il est évident que la France a évolué depuis les années de la Révolution. Bon, il y a eu l'époque napoléonienne, évidemment, mais ensuite, la France n'est pas non plus arrêtée à Napoléon. Il y a eu des mouvements, des transformations sur le plan culturel. Nous en parlions tout à l'heure. C'est l'époque du romantisme, avec de très grands écrivains,
comme Victor Hugo, comme Chateaubriand, comme Lamartine. L'éducation qui lui est donnée le met en quelque sorte en dehors de cette France-là. Et c'est relativement inquiétant dans l'hypothèse où il aurait la possibilité, demain, de monter sur le trône. Restauration de la France d'avant, de l'Ancien Régime. Il y aura effectivement une occasion pour Henri V, ou le comte de Chambord, de monter sur le trône. Ça sera en 1873. Occasion très réelle. Et pourtant, ça ne se fera pas. Parce que le comte de Chambord, futur Henri V, refusera de renoncer au drapeau blanc, qui était le drapeau de la vieille monarchie française, et d'adopter le drapeau tricolore. En fait, du fait de cette éducation, le comte de Chambord aura oublié un grand message de son aïeul Henri IV. Henri IV était protestant et pour devenir roi de France, il s'est converti au catholicisme. Et il a eu cette phrase que Henri V n'aura pas, Paris vaut bien une messe. En l'occurrence, le comte de Chambord, Henri V, aurait dû penser le trône de France vaut bien un drapeau. Mais son éducation l'a empêché de le faire. Alors, Bourbon de la branche aînée, parce que, en ce qui concerne les orléanistes, les Orléans, ils ne sont pas enterrés ici, et ce sont aussi des Bourbons. Eh bien, les Bourbons de la branche aînée sont enterrés ici par fidélité. Ça a été le choix de Charles X. À partir de là, ceux qui sont venus après, eh bien, ont suivi l'exemple de Charles X et ont été inhumés ici. Cela veut dire le duc d'Angoulême, la duchesse d'Angoulême, Louise de France, la sœur du comte de Chambord, qui est devenue duchesse de Parme, le comte de Chambord et la comtesse de Chambord. Et ça s'est arrêté là. Il s'agit du duc de Blacas, fidèle parmi les fidèles de Charles X. Et il a survécu à Charles X et il a émis le vœu d'être inhumé à proximité de Charles X, de son maître. Alors ce vœu a été exaucé, mais il n'était pas de la famille. Et donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas été inhumé dans la crypte aux côtés de Charles X et des autres. Écoutez, on pourrait imaginer, évidemment,
un retour des cendres. Mais Charles X, duc d'Angoulême, la duchesse d'Angoulême, le comte de Chambord, ne sont pas Napoléon. Il y a eu, en 1840, le retour des cendres de Napoléon. D'autres souverains, anciens souverains, sont morts hors de France. Il va y avoir Louis-Philippe. Il y aura plus tard Napoléon III. Eh bien, ces deux anciens souverains ont été inhumés en Angleterre et leur dépouille n'a pas été ramenée en France. Je pense que Charles X et les siens resteront à Gorizia. Il y a un personnage récent de l'histoire de France qui a, d'une certaine manière, incarné un visage de la monarchie, c'est Charles de Gaulle. On parlait d'une monarchie républicaine. Je dirais, aucun politicien français d'aujourd'hui n'a certainement l'envergure de Charles de Gaulle. Néanmoins, il y en a un qui, à mon avis, s'inspire de cet exemple, c'est Emmanuel Macron. Pour moi, Emmanuel Macron est dans cette ligne, je pense.